Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse de séquence. Aujourd'hui, Les Parapluies de Cherbourg, un film de Jacques Demy réalisé en 1963. Alors, on va d'abord brièvement rappeler l'histoire des Parapluies de Cherbourg. En novembre 57, Guy et Geneviève s'aiment d'un parfait amour. Ils viennent de se rencontrer il y a quelques jours, quelques semaines. Et donc, tout va bien pour eux, sauf que la mère de Geneviève, Madame Emery, qui tient un magasin de parapluies à Cherbourg, eh bien, voit cette relation d'un très mauvais œil, puisqu'en fait, Guy, malheureusement, n'est pas de la même catégorie sociale que Geneviève. Et donc, Guy, en fait, travaille dans un garage, et donc, Madame Emery aurait bien aimé que Geneviève rencontre quelqu'un de sa classe sociale. Et donc, ça va créer évidemment des problèmes. Elle va d'ailleurs essayer de trouver donc un remplaçant pour Guy. Et donc, pour l'instant, nous sommes, au niveau de l'extrait que nous avons choisi, nous sommes dans la première partie du film. Le film est coupé en trois parties. Donc, le départ, ensuite l'absence et le retour. Nous sommes dans la première partie, le départ. Et donc, nous sommes au moment où, en fait, Geneviève va apprendre que Guy va devoir partir à la guerre d'Algérie. Alors, évidemment, c'est problématique puisque leur amour est en train de commencer, tout va bien. Mais pourtant, il va falloir soit être patient, soit arrêter. Et donc, c'est justement l'enjeu de cet extrait. On va voir comment, dans la mise en scène, Jacques Demy arrive à illustrer en fait tout le problème du dilemme de Geneviève. Est-ce qu'elle doit rester fidèle et attendre que Guy revienne de la guerre d'Algérie, ou bien est-ce qu'elle doit essayer de trouver quelqu'un d'autre? On commence tout de suite. J'avais tellement peur de ne pas te trouver. Je suis si heureuse d'être avec toi. Maintenant je ris parce que je me rends compte combien je suis bête quand je suis toute seule. J'ai parlé à maman de notre mariage. Elle m'a évidemment traitée de folle. Et puis ce soir, elle m'a interdit de te voir. Alors tout d'abord, Les Parapluies de Cherbourg est un film qui est chanté, entièrement chanté du début à la fin. Et donc ça c'est évidemment sa grande originalité. On sait qu'en France, traditionnellement, le public, les spectateurs, ne sont pas spécialement friands de comédies musicales ou de films chantés. Mais c'était le pari fou de Jacques Demy. Vous imaginez à quel point il a eu du mal à réunir l'argent nécessaire pour le film. C'était le pari fou de faire un film entièrement chanté. Heureusement, le film a été un grand succès et a même obtenu la Palme d'Or, donc en 1964. Alors donc, on vient de voir ça dans cet extrait, que les personnages chantent comme ils pourraient parler. Ce qui intéresse Demy dans le fait de chanter, c'est qu'on puisse un petit peu s'échapper de la réalité. On se souvient d'ailleurs que Jean Renoir n'aimait pas justement que le cinéma, l'art, soit trop réaliste, parce qu'il disait que quand on est trop réaliste, on risque d'enlever en fait toute une partie de poésie. Et en fait, Jacques Demy pense la même chose. Il aimait d'ailleurs beaucoup Renoir. Il était extrêmement fan du Carrosse d'Or ou du Fleuve, par exemple. Je vous renvoie d'ailleurs à notre analyse de la règle du jeu pour en savoir plus sur Renoir. Et donc Jacques Demy avait envie en fait de raconter une histoire qui soit une histoire triste d'un mélodrame, mais avec une apparence qui ne soit pas forcément en adéquation avec le fond. Donc c'est toute la particularité des films de Demy, c'est tout ce qui fait aussi la grande originalité de ces films-là, d'avoir un décalage entre le fond et la forme, mais un décalage qui est évidemment bien dosé, puisqu'il ne faut pas non plus que le décalage soit trop grand. Et donc tout ça est parfaitement bien en adéquation. Alors ensuite, on vient de voir évidemment dans ce début d'extrait qu'il y a très peu de plans et que donc Jacques Demy aime beaucoup les plans séquences. Alors d'où est-ce que ça vient chez Jacques Demy? C'est cette envie de faire des plans séquences, c'est-à-dire des plans longs et de découper au minimum l'action. Ça vient de plusieurs choses. Ça vient d'abord peut-être des cinéastes qu'il a aimés, dont il aime les films. Alors, par exemple, il adore La Soif du Mal, le film d'Orson Welles, et le film est célèbre pour le fameux début du film en plan séquence, où la caméra va réussir à suivre toute l'action, et notamment suivre le couple Charlton Heston et Janet Leigh. Et voilà.
il y a cette première chose. Il y a aussi que le fait que parmi les références de Demy, il y a le cinéma de Max Ophuls, et que on sait par exemple que le premier long métrage de Demy, Lola, est un film qui est dédié à Max Ophuls, notamment parce que Demy avait aimé Lola Montez. Et donc, il aime beaucoup, chez Max Ophuls, Jacques Demy, l'utilisation des plans séquences. Alors, ici, pourquoi? Est-ce que c'est simplement gratuit de vouloir faire des plans séquences? Non, c'est tout simplement parce que c'est encore mieux adapté finalement dans un film musical, d'essayer de se dire que pour essayer de construire des phrases musicales qui ne soient pas interrompues, eh bien, on peut faire des plans séquences, c'est-à-dire des plans qui seront aussi longs que la phrase musicale. Et donc, finalement, c'est tout à fait bien adapté. Voilà. La deuxième chose, c'est que on vient de s'arrêter sur ce plan où Catherine Deneuve donc, qui joue Geneviève, et puis Guy, donc interprété par Nino Castelnuovo. Eh bien, ils sont à côté, juste à côté, ils sont arrêtés à côté de l'endroit où travaille Guy, c'est-à-dire la station-service, et ils sont arrêtés surtout à côté d'une pompe à essence. Et ils sont arrêtés à ce moment-là, au moment où Geneviève est en train de dire que sa mère la traite de folle parce qu'elle veut sortir avec Guy. Et donc, vous voyez que à l'image, en fait, on a l'illustration. Geneviève ne peut pas sortir avec Guy. Pourquoi? À cause de sa catégorie sociale. Parce qu'il est pas pompiste, mais il travaille dans un garage. Voilà. Vous avez constaté aussi dans ce début d'extrait que les couleurs, évidemment, sont évidemment très franches, très affirmées. On n'est pas trop dans des couleurs en demi-teinte. Hein. C'est des couleurs qui sont très franches. Hein. Quand on a un rouge, c'est un rouge... voilà. C'est un rouge qui est franc. Pareil pour le foulard qui est bleu. Enfin voilà, ce sont des couleurs qui sont assumées. Et on en reparlera tout à l'heure sur le choix des couleurs. Tu comprends, j'ai eu si peur. J'aime mieux partir n'importe où, ne plus revoir maman que de te perdre. Nous nous marierons en cachette. Alors, on vient de voir dans la mise en scène que, évidemment, Catherine Deneuve essaye de prendre la caméra pour elle et de s'échapper avec, d'entraîner la caméra pour évincer un peu Guy du cadre. Alors pourquoi? C'est pas parce qu'elle n'a pas envie de construire une relation avec lui, c'est qu'elle veut un petit peu, elle veut montrer son attachement à Guy. Elle veut montrer que quand elle est toute seule, ça va pas du tout, elle est trop triste et qu'elle a besoin de lui. Il faut qu'il reste avec elle. Et donc, elle essaie de s'extirper pour montrer sa solitude dans un cadre où elle est toute seule. Mais en fait, finalement, Guy ne vient pas tout de suite, donc c'est elle qui va réentraîner la caméra pour retourner vers Guy. Ça, c'est quelque chose d'assez fort. Ensuite, donc, on constate déjà au niveau du choix des couleurs que donc, le rouge est beaucoup associé ici au garage, la pompe, le fond de la vitrine, un petit peu associé à leur passion. On aura vu dans les autres moments du début du film qu'à un moment donné, quand ils ont leur soirée en amoureux, ils vont dans un dancing qui est tout rouge. Voilà. Ensuite, on voit que la couleur bleue, elle est associée aussi aux deux amoureux. Hein. Elle est habillée en dessous de son imperméable en bleu. Guy, il a un pull un peu bleu, une chemise bleue. Et puis elle tient un peu l'objet de leur amour, le foulard bleu. Oh, tu sais maintenant, ça n'a plus d'importance. Nous avons même tout notre temps. Ce matin, j'ai reçu cette feuille de route et je dois partir pour 2 ans. Alors le mariage, on en reparlera plus tard. Avec ce qui se passe en Algérie en ce moment, je ne reviendrai pas d'ici longtemps. Alors ici, eh bien, on a en fait un travelling avant, donc qui vient resserrer un petit peu parce que c'est un moment qui est tendu évidemment. Il lui annonce, Guy, qu'il doit partir en Algérie, donc ça vient casser un peu leur idylle. Donc le travelling essaye de resserrer un peu l'intimité sur eux. On a vu aussi que contrairement à Catherine Deneuve, eh bien, c'est Guy qui a ensuite entraîné la caméra et il était prêt carrément à partir, à saisir son vélo. Et donc ça c'est aussi intéressant. En fait les personnages entraînent la caméra pour des raisons différentes. Geneviève c'était pour faire semblant de partir, mais en fait c'est pour se rapprocher de Guy. Et Guy par contre c'est plus pragmatique. C'est si on examine la situation de manière objective, en fait on a toutes les raisons de
d'arrêter cette relation, ça ne rime à rien. Mais évidemment, Geneviève veut continuer. Voilà. Et puis, donc, ce qui est intéressant toujours chez Demy, bon, on en reparlera tout à l'heure, c'est au niveau des décors, c'est que, en fait, dans une même rue, on peut, comme ça, par un mouvement de caméra, passer en fait d'une ambiance à une autre. En fait, il y a une ambiance très lumineuse avec le garage. Et ensuite, quand on se décale vers la gauche de la rue, on passe dans une ambiance beaucoup plus obscure, avec, on a l'impression que la totalité de la rue ensuite est bleue sur la gauche. Voilà. Et puis ce qui est important évidemment, c'est c'est le sujet, la guerre d'Algérie. Alors il faut se figurer aussi qu'en 1963, eh bien, quasiment aucun film français ne parle de la guerre d'Algérie. C'est un sujet qui restera longtemps tabou dans le cinéma français. Il faudra attendre très longtemps avant de pouvoir voir des films. Parfois certains ont été faits mais ont été aussi censurés. On n'a pas pu les voir. Ici, au moins, même si on ne va pas montrer vraiment ce qui se passe en Algérie, Jacques Demy a au moins le mérite d'ancrer le film dans la réalité. On se souvient qu'il faut quand même rappeler que Jacques Demy fait partie quand même de la nouvelle vague, même s'il n'était pas critique au Cahiers du cinéma, il s'est lié d'amitié dans les années 50 avec les critiques des Cahiers du cinéma, Claude Chabrol, Jean-Luc Godard, Jacques Rivette, Éric Rohmer, surtout lié d'amitié avec Jean-Luc Godard et Jacques Rivette. Et il faut dire que la nouvelle vague avait envie, à la fin des années 50, début des années 60, de faire des films qui parlaient de l'époque contemporaine. Et là, en fait, Jacques Demy est en plein dedans, il parle vraiment de quelque chose qui occupe les esprits, c'est la guerre d'Algérie, avec les familles qui sont obligées d'envoyer parfois leurs jeunes adultes de garçons, pour aller, évidemment, peut-être mourir là-bas. Donc, ça c'est quelque chose d'important, une certaine audace finalement, du cinéma de Demy en 1964, d'oser parler un petit peu de ce sujet. Mais je ne pourrai jamais vivre sans toi. Je ne pourrai pas, ne pars pas, j'en mourrai. Je m'arrête ici sur le raccord. Alors on a un raccord qu'on pourrait appeler par analogie. C'est-à-dire que Geneviève et Guy restent dans la même position, que ce soit dans la rue et dans le café, comme si en fait l'action était en train de se continuer, alors qu'en fait il y a eu évidemment une ellipse, hein, ils se sont déplacés tous les deux pour aller de la rue jusqu'au café. Et ça fait partie évidemment du caractère moderne des films de la nouvelle vague, et notamment de Jacques Demy, d'oser faire des choses évidemment qui n'existaient pas dans le cinéma classique, c'est-à-dire le cinéma qui précède l'arrivée de la modernité à la fin des années 50, et notamment de faire comme ça, de faire comme si la scène continue alors qu'en fait elle ne continue pas, hein. Et on ne cherche pas ici à créer une ellipse, en fait on cherche plutôt à faire comme si la scène continuait, mais en fait c'est une espèce de tricherie, hein, c'est une espèce presque de faux raccord, mais c'est un faux raccord qui est audacieux parce que finalement ce qui s'est passé entre les deux plans n'est pas intéressant, et Jacques Demy nous dit que voilà, comme c'est pas intéressant, eh bien, on peut utiliser ce raccord pour essayer d'aller directement à la suite. On verra par la suite encore d'autres signes de modernité dans ce cinéma. Sinon, ce qu'il faut dire, c'est que vous voyez que dans ce plan, on voit l'utilisation des miroirs, que c'est quelque chose de récurrent chez Jacques Demy. Pourquoi ? Par exemple, les miroirs, c'est une façon de dire qu'il y a un décalage parfois entre nos rêves, les choses auxquelles on voudrait accéder, et puis la réalité, finalement, la réalité avec laquelle on va devoir faire. Et donc ici, c'est clairement ça, il y a l'amour des deux amants, et puis il y a aussi la réalité de la guerre d'Algérie qui va les séparer. On voit que on pousse ici, au niveau du décor, on pousse le décor jusqu'à s'occuper même de la couleur des verres, hein, avec des couleurs jaunes, orange qui vont avec le reste. Et puis cette couleur jaune, hein, il faut l'assumer quand même, cette couleur jaune, qui est souvent rattachée un petit peu à l'infidélité, eh bien c'est une couleur qui est en train d'entourer le couple, comme si, en fait, comme si, maintenant qu'on a cette nouvelle de la guerre d'Algérie, eh bien, en fait, on sent qu'il y aurait des possibilités peut-être d'infidélité, mais on ne sait pas si ça va se passer, on ne sait pas aussi de quelle partie ça pourrait venir, Geneviève ou Guy. Je te cacherai et je te garderai, mais mon amour ne me quitte pas. Tu sais bien que ce n'est pas possible.
mon amour, il faudra pourtant que je parte. Tu sauras que moi, je ne pense qu'à toi, mais je sais que toi... Alors ici, ce qui est évidemment intéressant, peut-être drôle aussi, c'est qu'au moment où Guy dit que je ne pense qu'à toi, en fait, il entraîne avec un mouvement de son corps la caméra pour que Geneviève sorte du cadre, ce qui est quand même assez étonnant. Je ne pense qu'à toi, mais pourtant je t'évince un peu de mon cadre, en tout cas de ma vie peut-être. Et donc, c'est intéressant de voir à chaque fois qu'il y a les paroles, le blabla peut-être de certains personnages, et puis ensuite il y a la réalité, il y a les actes. Et en fait, Jacques Demy s'intéresse beaucoup à ça, s'interroge beaucoup là-dessus, sur le fait que, on peut promettre des choses, on peut dire des choses, mais après, la seule chose qui compte, ce sont les actes, c'est la fidélité, c'est un film sur la fidélité. Est-ce que les gens, il suffit pas de dire je serai fidèle, il faut être fidèle, vraiment. Finalement, qu'est-ce qui va se passer dans les actes? Est-ce qu'on va montrer par les actes qu'on est fidèle, ou alors est-ce que c'était juste des paroles en l'air? Voilà, c'est quelque chose d'important. Donc, on voit, c'est très intéressant de voir que la mise en scène dit quelque chose d'autre que ce qui est dans le cadre. Tu m'attendras. 2 ans de notre vie. Ne pleure pas, je t'en supplie. 2 ans, non, je ne pourrai pas. Calme-toi, il nous reste si peu de temps, mon amour, qu'il ne faut pas le gâcher. Ce plan dans le bar se termine donc par ce travelling arrière, parce qu'il y a eu cette montée en intensité avec est-ce qu'on doit rester ensemble ou pas, etc. Mais finalement, ce qui est quand même en train évidemment de sauter aux yeux et aux oreilles, c'est que de toute façon, il n'y a pas le choix, Guy doit partir. Donc, il faut quand même, maintenant, il va falloir apprendre à essayer de se séparer. Et donc, apprendre à essayer de se séparer, c'est aussi essayer de prendre du recul par rapport à cette intimité créée. Et donc pour prendre du recul avec cette intimité, eh bien, on utilise le travelling arrière. Voilà. Donc ça permet de sortir de cette intimité tranquillement. Essayer d'être heureux, il faut que nous gardions de nos derniers moments un souvenir plus beau que tout, un souvenir qui nous aidera à vivre. J'ai tellement peur quand je suis seule. Nous nous retrouverons et nous serons Tu connaîtras d'autres femmes, tu m'oublieras. Je t'aimerai jusqu'à la fin de ma vie. Alors ici, ce qui est assez drôle, c'est que donc c'est le moment un petit peu, c'est une espèce d'apothéose. Et cette apothéose, alors on passe, quand on est dans une apothéose, parfois on passe par toutes les couleurs. Et bien là, en fait, on passe par toutes les couleurs au sens propre, au premier degré. C'est ça qui est assez drôle. Souvent, Jacques Demy s'amuse aussi avec ça, sur le fait que voilà, parfois, les choses sont illustrées au premier degré. Et donc, les deux amants qui essayent de profiter des derniers instants, des dernières heures qu'ils pourront passer ensemble, ils doivent vraiment se concentrer sur cette intimité, essayer d'oublier un peu le monde qui les entoure pendant quelques heures pour profiter à fond de leur idylle. Et Jacques Demy nous dit que voilà, pour profiter de ce moment, il faut essayer de s'extirper de la réalité. Que pour s'extirper de la réalité, on est aidé parfois par des couleurs assez vives, qu'on est aidé par des chants, et on peut être aidé aussi par des petits trucages de cinéma, notamment ici par le fait que les deux acteurs glissent sur leur chemin, c'est-à-dire qu'ils ne se préoccupent même plus de ce qui est pragmatique, terre à terre, de devoir marcher. En fait, ils sont sur un nuage. Et donc à ce propos, Jacques Demy, qui adorait Jean Cocteau, en profite pour rendre un petit peu hommage à son maître, puisqu'on se souvient que dans La Belle et la Bête, en 1946, Josette Day, quand elle arrive dans le château, en fait flotte complètement dans le couloir, parce qu'elle est dans un état un peu de grâce, comme ça. Elle arrive dans un château, c'est la princesse, et donc elle est dans le merveilleux. C'est l'arrivée dans le merveilleux, c'est une parenthèse enchantée. D'ailleurs, dans La Belle et la Bête, à chaque fois que les personnages vont dans le château, c'est comme s'ils vivaient une parenthèse, et que quand on sort du domaine du château, on revient à la réalité. Voilà, c'est quelque chose que Jacques Demy évidemment aime beaucoup. Et donc on a cet hommage ici
à Jean Cocteau. Puisqu'on parle de Jean Cocteau, on peut dire que eh bien, toute sa vie, Jacques Demy aura été marqué par Jean Cocteau. Il aura fait jouer Jean Marais, l'acteur fétiche de Cocteau, dans Peau d'âne ou dans Parking. Il aura aussi utilisé d'autres trucages. Par exemple, on voit dans Peau d'âne donc les branches des arbres qui s'ouvrent comme ça devant Catherine Deneuve. La même chose qu'on avait déjà vu dans La Belle et la Bête. Et puis, dès 1945, quand Jacques Demy avait adoré Les Dames du Bois de Boulogne de Robert Bresson, eh bien, il avait aimé surtout les dialogues de Jean Cocteau. Alors, il n'aime pas que les dialogues de Jean Cocteau, il aime aussi, par exemple, le phrasé, qui est typique chez Bresson, c'est-à-dire les acteurs ne parlent pas, entre guillemets, naturellement. Et c'est ce que, évidemment, Jacques Demy avait beaucoup aimé, c'est qu'il pense que finalement, ça peut être une bonne chose de ne pas faire des dialogues qui soient réalistes, terre à terre, et que ça peut être bien d'avoir un côté toujours de se décaler du réel, de se décaler de quelque chose qui serait trop réaliste. Guy, je t'aime, ne me quitte pas. Alors je vais profiter de ce plan pour parler un peu des collaborateurs de Jacques Demy. Il y a des collaborateurs qui sont désormais fidèles en 1964, après donc 2 longs métrages, puisque c'est le 3e, Les Parapluies de Cherbourg, et plusieurs courts métrages dans les années 50. Eh bien, nous avons donc le décorateur Bernard Évin, que Jacques Demy connaissait déjà depuis Nantes et le cours des Beaux-Arts. Ici, on voit le travail de Bernard Évin. En fait, tout le film est tourné donc en juillet et août 1963 et dans les décors naturels de Cherbourg, les extérieurs naturels ou les intérieurs naturels. Et donc Bernard Évin, Jacques Demy a demandé à Bernard Évin, son fidèle décorateur, de redécorer un petit peu la ville. Et donc ici on voit que il a redécoré le mur rose avec, ce n'est pas un hasard, une espèce de coup de foudre jaune comme ça qui descend sur les amants. On ne sait pas si c'est pour les séparer définitivement avec la guerre d'Algérie ou si c'est pour les unir au contraire. Et puis on arrive chez Guy et on voit que les couleurs verdâtres, le vert qui est souvent associé dans le film à la réalité, à une certaine réalité, eh bien le vert est un peu sale, c'est-à-dire qu'on voit bien que il y a une différence entre le mur rose du fond, où on a un peu l'idylle, quelque chose de rêvé, l'amour rêvé, et puis après on a l'endroit où ils vont réellement aller, Guy et Geneviève, c'est un appartement assez pauvre, de la tante Élise, la tante de Guy, et c'est un endroit donc évidemment qui fait pas spécialement rêver, et on voit ça. Les autres collaborateurs de Jacques Demy, bien, vous avez Jacqueline Moreau, qui l'a connue au même moment que Bernard Évin. Jacqueline Moreau, c'est la costumière. À noter que comme le film n'avait pas forcément énormément d'argent, même si la productrice Mac Bodard, qui est la productrice de Demy, de ses films les plus célèbres, Peau d'âne, Les Demoiselles de Rochefort, Les Parapluies de Cherbourg, eh bien, comme le film n'avait pas beaucoup d'argent, parfois Catherine Deneuve a apporté ses propres robes, de sa propre garde-robe, ça c'est quand même à noter. Et puis les autres collaborateurs, on a la monteuse Anne-Marie Cotteret qui est fidèle, la script, et puis aussi on a surtout Michel Legrand, que Jacques Demy a rencontré donc après le tournage de Lola. En fait, Michel Legrand a composé la musique après que Lola ait été tournée. Et donc, finalement, sur le tournage, Anouk Aimée récitait son texte sans chanter. Ça, c'est quand même assez drôle. Et à partir de Lola, eh bien, Michel Legrand est devenu le collaborateur fidèle de Jacques Demy sur presque tous les films. Et donc, avait travaillé déjà en 1962 aussi sur La Baie des Anges, et puis en 1963 donc sur Les Parapluies. Mon amour, mon amour. C'est toi, Guy. Bonsoir, tante Élise, tu es couchée? Je ne me sens pas très bien. Arrivé dans cet intérieur de chez Tante Élise, on voit déjà que c'est un intérieur qui est simple, évidemment, qui est modeste.
On voit aussi que Jacques Demy donc, joue avec les profondeurs et se sert de la profondeur du chant pour essayer de créer deux mondes différents, le monde bleu qui est le monde de Guy et le monde vert qui est le monde de sa tante Élise, que peut-être Guy ne peut pas vivre tout à fait sa propre vie parce qu'il doit s'occuper de sa tante qui est malade, et donc il y a un peu peut-être ce conflit entre les deux mondes. Ça c'est intéressant à noter. Tu veux quelque chose? Non, rien. J'ai besoin de repos. Bonsoir, mon petit. J'ai peur. Je t'aime. Alors évidemment, quand on fait des plans séquences, on a souvent besoin de mouvements de caméra, puisque à part certaines exceptions de certains cinéastes, par exemple, parfois Jacques Tati, qui faisait des plans séquences où la caméra était fixe, mais où il se plaçait plein de choses dans le plan. Sinon, souvent les cinéastes qui font des plans séquences utilisent les mouvements de caméra pour pouvoir se déplacer et varier un petit peu les plans. Enfin, varier à l'intérieur d'un plan, varier un petit peu ce qu'on voit à l'image. Et donc ici, on voit donc un travelling circulaire. Alors c'est intéressant, c'est que à la fois il est synchronisé avec la musique. On voit bien qu'on est en train de construire une phrase musicale. Ça c'est une première chose. Ensuite, on voit que alors qu'on est chez Guy et que donc Guy a un peu un avantage de confiance parce qu'il se sent mieux forcément chez lui qu'ailleurs, on a l'impression que le travelling rétablit l'équilibre entre les deux amants, entre les deux amoureux, Geneviève et Guy, parce que finalement ils sont tous les deux devant leur première nuit d'amour. Et vraisemblablement, on a l'impression peut-être que ni l'un ni l'autre n'a déjà fait l'amour, donc ils sont finalement égaux devant un petit peu la peur de ce que ça peut représenter. Et puisqu'on parle des mouvements de caméra, alors je voudrais dire que voilà, Jacques Demy a souvent été virtuose dans l'utilisation de ses plans séquences et des mouvements de caméra. On peut penser au fameux plan séquence du début des Demoiselles de Rochefort, quand on va découvrir pour la première fois donc le personnage de Catherine Deneuve, Delphine, qui est en train d'apprendre à danser à ses élèves dans son cours de danse. Et donc, on va suivre les forains qui arrivent comme ça, et puis ensuite on va avoir un mouvement de caméra extrêmement virtuose qui va permettre à la caméra d'entrer à l'intérieur de la pièce. Je dis ça aussi parce que je pense que Jacques Demy, s'il avait eu des moyens numériques pour faire ses travelling, aurait pu après peut-être donner libre cours complètement à son imagination. On pense par exemple à ce que peut faire Baz Luhrmann dans Moulin Rouge, où on a ces travelling qui sont quasiment entièrement des travelling 3D et des travelling virtuels faits sur ordinateur, mais que finalement quand on voit en fait le mouvement de caméra des Demoiselles de Rochefort, on se dit que Jacques Demy finalement n'avait pas grand chose à envier aux cinéastes contemporains, puisque avec les moyens de l'époque arrivait à faire des choses impressionnantes, vraiment. Où étais-tu? Alors dans ce même plan de la chambre à coucher, on a donc ensuite toujours des miroirs, on en a déjà parlé dans le bar, c'est omniprésent chez Jacques Demy. Peut-être Jacques Demy avait aimé ça aussi chez d'autres cinéastes, notamment on a parlé de Max Ophuls, mais c'est vrai que dans le long plan séquence du début de Madame 2, qui est aussi un mélodrame, qui met en scène Danielle Darrieux, qui est une des actrices fétiches de Jacques Demy, eh bien on avait le plan séquence se terminait par justement on découvrait Danielle Darrieux, son visage, on découvrait le physique de Danielle Darrieux de dos en vrai, mais en fait pour découvrir le visage il fallait regarder dans le miroir. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant chez Jacques Demy de voir l'utilisation du miroir avec le dédoublement de la situation, et c'est d'autant plus vrai dans la chambre à coucher où les deux amoureux en fait ont forcément une représentation mentale de ce que va être leur première nuit d'amour, mais ça va contraster aussi avec ce que ça va être évidemment, parce que la première nuit d'amour est rarement en fait
aussi réussi peut-être que beaucoup l'imaginent. Et donc, au sujet du miroir, on peut dire aussi qu'il y a vraiment une grande virtuosité peut-être à ce qu'on ne voit pas dans le miroir, les techniciens, parce que finalement, si vous réfléchissez au mouvement de caméra dans ce plan, dans la chambre à coucher, c'est étonnant qu'on ne voit aucun projecteur de lumière, qu'on ne voit aucun technicien, aucune caméra. Et c'est d'autant plus dur à l'époque qu'on n'a pas les moyens numériques qu'on a aujourd'hui qui permettraient en fait aujourd'hui de retirer, si jamais on voyait un technicien, on pourrait le retirer numériquement. On passe maintenant donc à la fameuse nuit d'amour. Alors en fait la nuit d'amour pour Jacques Demy, qu'est-ce que c'est? C'est une ellipse, ou alors plutôt qu'une ellipse, ce sont des plans vides symboliques. Alors ce sont les plans de la rue, les différents moments de la rue qui ont permis aux amoureux d'arriver jusqu'à la chambre à coucher, donc ça c'est important. On refait le trajet arrière. Est-ce que Geneviève a bien fait de faire ça? Est-ce qu'elle a bien fait d'aller, sachant qu'il doit partir à la guerre d'Algérie, est-ce qu'elle a bien fait de vouloir consommer leur amour? Et puis, on ne peut pas s'empêcher de penser que Jacques Demy, qui aime tant les contes de fées, et qui l'a montré notamment dans Peau d'âne, que Jacques Demy est attaché en fait à la façon dont on parle des relations sexuelles finalement. C'est-à-dire que dans les contes de fées, les relations sexuelles en fait sont omniprésentes, mais en fait elles sont toujours suggérées, elles sont toujours dans les ellipses. En fait c'est toujours quelque chose de très chaste. Et en fait on a gardé ça dans toute la première partie de la carrière de Jacques Demy. On pense notamment à la Baie des Anges, où en fait on a un fond du haut noir qui va simplement signifier la nuit d'amour, peut-être ou pas, entre Jeanne Moreau et l'homme avec qui elle est. On pense aussi dans Lola, quand elle commence à batifoler un peu sur le lit avec Francky, le marin, et bien tout d'un coup, hop, on passe en montage alterné, on va voir ce qui se passe dans la rue. Et en fait, on se rendra compte plus tard que dans la fin de la carrière de Jacques Demy, que Jacques Demy en fait est passé à autre chose, et on constate notamment en 1982 dans Une chambre en ville que cette fois-ci on montre beaucoup plus les choses. Alors est-ce que ça apporte quelque chose ou pas, ça c'est à chacun d'en juger, mais en tout cas on se rappelle que on voit Richard Berry et son amoureuse, donc on les voit nus dans le lit, on voit beaucoup plus de choses en fait qu'on ne voyait dans les premiers films de Demy. Avec Guy, qu'as-tu fait, maman? Ici, nouveau travelling latéral qui tourne autour comme ça de la mer. On découvre Madame Emery, Anne Vernon, et finalement on voit bien que le travelling latéral, un de ses objectifs, c'est de replacer la caméra déjà face à Anne Vernon pour la montrer en train de trôner, c'est-à-dire qu'elle est toute puissante ici dans son intérieur à elle. Elle va avoir évidemment de l'influence sur Geneviève, et que d'autre part le travelling latéral a permis d'éliminer du cadre, d'éliminer du champ la porte de sortie. Maintenant il n'y a plus de porte de sortie, Geneviève est enfermée. On a dit au début de cette émission à quel point évidemment c'était important pour Geneviève de prendre la bonne décision. Elle est tiraillée entre deux choses, entre évidemment rester avec Guy ou choisir quelqu'un d'autre qui sera un meilleur parti, qui sera présent aussi. Et donc ici on a vu toute cette première partie avec Guy. Bon là évidemment elle était évidemment complètement convaincue par son amour, l'amour passionnel, mais maintenant dans cette deuxième partie on va regarder comment la mère essaye de ramener Geneviève à la raison. Et c'est vrai qu'il y a parfois un gouffre entre l'amour-raison et l'amour-passion, et ici on est évidemment là-dedans. Je vous rappelle qu'on avait déjà parlé de ce thème dans notre analyse de Manu chez Maud, le film d'Éric Rohmer, qui a d'ailleurs été réalisé aussi dans les années 60. Voilà, on continue. Il s'en va, il part pour 2 ans. Je ne pourrais pas vivre sans lui, j'en mourrais. Ne pleure pas, regarde-moi. On ne meurt d'amour qu'au cinéma, c'est trop cruel. La séparation est cruelle, en effet, mais le temps arrange bien les choses. Tu parles de l'amour, mais que sais-tu de l'amour? Es-tu bien sûr de tes sentiments? Mais enfin, maman, tu ne vois pas combien je suis malheureuse. Je sais, ma chérie, je sais.
Je m'arrête brièvement sur ce plan, d'ailleurs pour que vous observiez un peu le décalage entre l'intérieur de chez Madame Emery et l'intérieur qu'on a vu chez Tante Élise. Une grosse partie du budget a été consacrée au papier peint, au costume. Ici, on voit pourquoi. On a la couleur du vert, c'est-à-dire la réalité. D'ailleurs, Madame Emery, en fait, elle rappelle sa fille à la réalité aussi. Le rose, on a l'impression que c'est quelque chose qui est présent beaucoup chez Madame Emery. Et puis, donc c'est un peu la couleur de l'amour. Ça peut être l'amour amoureux, enfin l'amour filial aussi, hein, ou l'amour passion. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que, alors, évidemment, Madame Emery, elle fait corps avec sa pièce, avec son appartement. C'est-à-dire que c'est comme si Geneviève était prise au piège ici, dans un environnement qui est entièrement maîtrisé par sa mère. Ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, vous allez voir bientôt, donc, dans la suite de ce plan, on va voir donc le regard caméra de Geneviève. Alors ça, c'est quelque chose qui est très nouvelle vague. Hein, on se souvient que dans À bout de souffle, déjà, Jean-Paul Belmondo regardait la caméra. Mais c'est une façon, alors soit c'est une provocation gratuite, hein, de transgression des règles classiques, mais c'est aussi ici très pertinent puisque Geneviève qui se sent perdue finalement, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Au bout d'un moment, elle a presque envie de regarder le spectateur et de lui dire mais j'ai besoin d'aide, enfin, qu'est-ce que vous feriez à ma place? Il faut prendre une décision maintenant. Moi aussi j'ai aimé lutter et j'ai souffert, tu devrais m'écouter, mais je t'écoute. N'est-il pas préférable d'attendre? Et dans 2 ans, tu auras peut-être oublié Guy, tout à fait. Non, jamais je ne l'oublierai. Si tu l'aimes encore à son retour, tu verras, il faut me croire, il faut te calmer et ne plus penser à cette histoire. As-tu dîné? Oui, maman. Mange un fruit. Il faut te distraire, sortir, vivre un peu en somme, ce n'est pas difficile. Tu es jeune, jolie, spirituelle, tu trouveras des amis de ton âge. On change de pièce parce que Geneviève cherche un échappatoire, mais même dans la pièce d'à côté, même dans sa propre chambre, qui a pourtant la couleur bleue, la couleur de son amour avec Guy, eh bien, en fait, Madame Emery continue à montrer, en se collant à la tapisserie, qu'elle est à l'aise partout, et qu'elle est chez elle partout, et que c'est elle qui maîtrise la situation. Vous voyez, moi je trouve ça, c'est vrai, c'est étonnant, en fait, de voir que le maquillage même de Madame Emery en fait colle autant avec la tapisserie d'à côté qu'avec la tapisserie de cette pièce là. Donc ça c'est quelque chose d'important en fait, quel que soit l'endroit où Geneviève essaye d'aller se réfugier, en fait il n'y a pas d'échappatoire, on est coincé. Ou bien d'autres, Monsieur Cassard est venu ce soir. Il a d'ailleurs regretté ton absence. Eh bien vois-tu, je suis certaine qu'il pourrait te conseiller. Je n'ai que faire, figure-toi de ses conseils. Tu as tort, il représente pour moi le genre d'homme. Fiche-moi la paix avec ce type. Tu as une pauvre figure. Laisse-moi maman, embrasse-moi au moins, aie confiance, tu verras. Voilà, c'est sur ce très beau plan que nous allons arrêter cette analyse, mais avant de finir, donc je vais encore dire ce qui me paraît important dans ce qu'on vient de voir. D'abord, sur ce plan-là, sur lequel on est arrêté, eh bien, c'est l'influence presque vampirique de Madame Emery sur sa fille, qui est, ça rappelle presque des plans de Nosferatu, hein, de Murnau. On ne sait pas si elle va l'embrasser ou la vampiriser, ça c'est quelque chose de très fort, je trouve. Alors que elle essaye de retrouver, après sa nuit d'amour avec Guy, nuit évidemment pendant laquelle elle a perdu sa virginité, eh bien, elle a essayé de mettre une chemise de nuit qui soit blanche, c'est-à-dire pour essayer de retrouver la pureté. Ça c'est intéressant. Ensuite, Madame Emery en fait essaye de convaincre Geneviève d'aller avec un homme précis, c'est Roland Cassard. Et Roland Cassard, donc, c'est un personnage qu'on avait découvert dans Lola, donc 3 ans auparavant. Et donc c'est l'occasion pour nous de dire que Jacques Demy aime de film en film mettre parfois les mêmes personnages, que même le thème musical en fait de Roland Cassard est déjà présent dans Lola, créé par Michel Legrand.
On se souvient que Roland Cassard, c'est un personnage qui était repoussé un peu par Lola dans ce film. On se souvient qu'il essayait à de nombreuses reprises d'essayer de la séduire, mais que ça ne fonctionnait pas. Et donc, c'est le lien, Roland Cassard, entre Lola et les parapluies de Cherbourg. Cherbourg, c'est aussi un nom qu'on avait énormément entendu dans Lola. En fait, il y avait beaucoup de personnages, Cécile, justement Roland, même Francky, qui parlait d'aller s'échapper au large de Cherbourg. Donc, c'est une ville, en fait, qui résonne encore dans la filmographie, qui crée des rimes, en fait, il y a une espèce de rime. Et puis, bon, évidemment, il y a plein d'autres ponts, puisqu'on parle d'une certaine Lola dans Les Demoiselles de Rochefort. Voilà. Donc c'est finalement, voilà, de film en film, Jacques Demy essayait de construire son univers avec des personnages qui se répondent, et surtout, ce qui l'intéresse, c'était peut-être de découvrir des choses sur les films précédents en voyant les films suivants. Voilà. Pour finir, donc, je voudrais dire que Les Parapluies de Cherbourg est un film donc, qui a une place quasiment unique dans le cinéma français. Même presque dans la carrière de Jacques Demy, parce que c'est le film dans lequel il a voulu mettre tous ses espoirs. Son premier film en couleur, le premier film complètement chanté, sa première comédie musicale, entre guillemets. Lui qui aimait tellement les comédies américaines, qui aimait tellement Chantons sous la pluie, Gene Kelly, voilà, il a tout mis. Le budget étant serré, tout le monde a dû s'investir énormément pour un film qui a été fait dans des conditions modestes. Et donc cette énergie en fait qui a été chapeautée par donc, la productrice Mac Bodard, eh bien c'est quand même voilà, il y a quelque chose de magique. Tout le monde, tous les gens qui ont participé à ce tournage parlent d'un état de grâce. Il y a eu une sorte d'état de grâce. Voilà. Et finalement on retrouve ça en voyant le film. C'est un film en fait qui a pas vraiment vieilli, parce qu'en fait c'est un film qui essaie de placer l'histoire dans quelque chose d'intemporel, d'universel. Et le fait que ce soit chanté, le fait que ce soit dans des décors qui n'aient pas l'air réalistes, participe à faire que le film ne vieillit pas finalement. Voilà. Et donc, je vous encourage vraiment à revoir ce film. C'est un film qui a marqué d'autres cinéastes par la suite. On se souvient par exemple des Chansons d'amour de Christophe Honoré, où le film reprend la même structure du départ, de l'absence et du retour. Et puis même dans ce film, les Chansons d'amour, on a même un passage où les gens sont en train de chanter sous la pluie. Il est intéressant d'ailleurs de noter que dans ce film, on voit bien que dans les Chansons d'amour, le parti pris est réaliste, et que ça n'a rien à voir comme parti pris avec le parti pris de Jacques Demy, d'essayer de créer un monde qui se suffise à lui-même, un monde qui soit donc différent de la réalité. Voilà, je voudrais remercier pour finir cette analyse donc évidemment Agnès Varda pour évidemment tout ce qu'elle nous a apporté sur Jacques Demy, l'univers de Jacques Demy, Jaco de Nantes et plein d'autres choses. Et puis je voudrais remercier aussi donc Jean-Pierre Berthomé pour son ouvrage Les Racines du rêve, et puis aussi évidemment Camille Taboulet pour son ouvrage aussi Le cinéma enchanté de Jacques Demy. Voilà, merci.